Bonjour à tous. À mon sens, un tempérament introverti est plus disposé à avoir des risques pour devenir une personnalité évitante et donc éviter, que ça soit, des conflits, le fait de dire ce qu'il pense parce qu'il a été rejeté très tôt ou au contraire d'essayer de porter un masque et donc de satisfaire le besoin et le désir de certaines personnes, même pour des inconnus. Et je vous le raconte, parce qu'un tempérament introverti, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ne va pas expressément, avoir une spontanéité que les extravertis ont et je trouve ça tout à fait louable de leur part parce que ça leur permet, d'être ouverts et donc d'accepter plus facilement certaines situations. Alors que pour nous, on peut rester bloqué, dans nos souffrances parce qu'on va déjà pas en parler à notre entourage et ça dépend aussi des personnes et du degré, d'introversion. Moi, je sais que, à titre personnel, mon introversion, m'est plus défavorable que favorable parce que tous les défauts qu'on peut mettre aux introvertis, je l'ai et les qualités, je ne les exploite malheureusement pas et quand on n'exploite pas ces qualités, on peut au fur et à mesure, avoir ce repli sur soi-même et développer ce qu'on appelle la personnalité évitante. Certains extravertis peuvent avoir la personnalité évitante, vont être, beaucoup à l'aise, par exemple, je sais que c'est le cas dans le domaine professionnel, mais dans le domaine, social ou, amoureux relationnel, ça peut être inexistant ou compliqué avec un partenaire généralement de type anxieux, parce que les 2 vont rechercher le miroir de l'autre et je trouve ça plus salvateur, d'avoir une personnalité évitante avec une personnalité, par exemple, anxieuse, parce que ça va leur permettre de travailler tous les 2 sur leur dysfonctionnement et c'est à double tranchant, soit vous gagnez tout, soit vous perdez tout et donc personnalité évitante, c'est dans la relation que ce trouble va se créer, mais c'est aussi dans une relation fusionnelle, saine aussi pour lui, que ça va lui permettre de se reconstruire intérieurement et sans la relation, ce que je fais comme constat, c'est que c'est impossible, d'évoluer parce qu'on a toujours besoin d'un repère, quoi qu'on veuille le dire, quoi qu'on veuille en penser, parce que l'humain est fait de oui, de liens social, de liens affectifs et si on n'a pas ça, à partir, oui, du moment où on erre dans la solitude, on se dit qu'on n'est pas à l'aise vis-à-vis des autres. Il y a cette fausse croyance aussi, de la personnalité évitante, d'automatiquement se saboter dans les relations. Alors là, je pense que c'est le saint graal, pour nous. Donc notre croyance erronée, on va se dire qu'on est bizarre ou que les autres, au contraire, sont différents parce qu'on renvoie ce que l'on est et donc quand on va avoir de nouvelles relations, on va avoir des comportements qui sont susceptibles d'éloigner l'autre, ça soit notre franc-parler ou au contraire le fait qu'on dise pas de la vérité pour ne pas blesser l'autre, alors que l'autre va le prendre plus comme une technique de manipulation ou le fait qu'on n'est pas, franc avec la personne et donc dans les 2 points de vue, ça peut être, oui justifiable et vrai, il y a une vérité derrière, mais quand on dit pas la vérité, c'est pas pour blesser l'autre personne, c'est juste pour ne pas, se sentir rejeté, parce que l'autre personne peut nous regarder d'un mauvais œil. Et en auto-sabotant notre relation, on peut soit, se faire des «faux amis» entre guillemets, ce que j'appelle comme ça, c'est-à-dire des substituts, qui vont nous accompagner pour ne pas avoir cette solitude qui nous traîne et qui est déjà intérieurement et donc on va pas non plus, la mettre, extérieure, enfin de l'extérieur. Et donc pour nous, c'est plus facile, oui, d'avoir de la compagnie, une fausse compagnie, qui nous permet, dans un certain temps, d'avoir peut-être un regain d'énergie, un regain de confiance. Mais cette confiance, elle est illusoire parce qu'elle est pas en nous, on la cherche à travers les autres. Et deuxièmement, ça peut être le fait de mettre des barrages au niveau de notre, émotionnel. Et là, je parle plus spécifiquement des rencontres lorsqu'on a envie de faire le premier pas. On peut avoir la posture du visage fermé, non expressive, parce que les émotions sont perçues comme un défaut, voire, oui, une mise en danger de mort, parce que surtout pour les hommes, particulièrement parce que ceux-ci, n'ont pas le droit de pleurer, ils sont vus aussi bizarrement par les autres hommes parce qu'il faut être macho, il faut être fort, bref, tout ce remue-ménage qui n'existe pas, qui ne sert à rien et pour, mon expérience personnelle, j'ai beaucoup adopté, cette expression
du faux froid, c'est-à-dire, je vais pas être expressive, je vais pas sourire non plus parce que pour moi la joie, autant que la tristesse, ça ne doit pas être montré dehors. Je dois être infaillible parce qu'en étant infaillible, je ne me fais pas rejeter, je ne me fais pas abandonner, je ne me fais pas trahir et je ne me fais pas en fait, je suis pas dans l'injustice et les blessures sources qui peuvent accompagner le rejet, c'est l'injustice, alors que l'abandon, c'est plus lié à la trahison, mais on peut avoir, la trahison et l'injustice comme un regroupement, qui est lié aux blessures de l'âme. Là, je vous réfère à la spiritualité et aussi à la psychologie avec le Carl Jung, les concepts des différents modes, que ça soit le parent, adulte et enfant intérieur. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une, précédente vidéo, concernant mes réflexions sur, la psychologie intérieure. Et quand la personnalité évitante décide de mettre tous ces mécanismes en place, son dysfonctionnement, il est, inaliénable et donc ça va être d'autant plus difficile pour lui, heu, de se régénérer intérieurement. Soit quand vous avez la blessure, d'injustice, je sais pas si c'est le masque, du rigide ou le masque du contrôlant, mais pour moi, quand on est rigide, on est aussi contrôlant parce qu'on a envie de faire les choses bien. Le masque, oui, presque du perfectionnisme. Donc quand on a le rejet, le l'injustice, ça va nous permettre de nous mettre à l'action parce que quand on a juste la blessure de rejet, on est soumis. Mais quand on a la colère qui vient avec, qui est un mécanisme de défense, qui est censé masquer la tristesse originelle, qu'on a peut-être, enfouie en nous, la réponse automatique, ça va être la colère. Donc c'est une émotion de substitut, c'est pas la vraie émotion à proprement parler. C'est une réponse, c'est une réaction. Alors que la tristesse, elle est plus profonde, elle est presque en fond sonore dans notre conscience. Et cette blessure d'injustice, on va commencer à développer ce qu'on va appeler, une empathie, mais pas une empathie où on va la montrer, ça va être même le masque de l'indifférence, le masque de la froideur, parce que quand on est hypersensible, on peut jouer le rôle de l'hyposensible justement pour ne pas se faire aborder, pour ne pas subir, des moqueries, des représailles et donc on va limite avoir, une démarche, une façon de se tenir, une façon de voir les autres, comme si on était un robot et que finalement, on valait mieux être sans émotion, sans personnalité, enfin, le lot de ce que fait de ce qu'est un humain à proprement parler et qui pour nous est vu comme, abominable. Moi je me suis beaucoup enfin on m'a beaucoup comparé à un androïde, surtout la façon dont je marchais, j'étais très droit, j'avais la tête haute et on aurait même dit un soldat et cette rigidité, elle est typique dans la blessure, d'injustice. Même si, pour moi, j'étais convaincu à 100 que c'était, uniquement la blessure de rejet que j'avais, alors que non, parce que tout est lié, même la blessure d'abandon et en ce qui concerne la blessure du rejet par rapport à la personnalité, évitante, l'évitant, il va pas fuir uniquement les relations amoureuses, il va aussi fuir son potentiel et le mécanisme dans l'auto-sabotage, il est très perfide parce qu'il va même pas s'en rendre compte qu'il est dans l'auto-sabotage. Par exemple, il se dévalorise tout le temps. Ça peut être même subtil comme, le fait de céder sa place, le fait de ne pas, prendre parti pour, une opinion, pour une idée, qui au fond de lui est convaincu. Heu, je donne un exemple, moi je suis beaucoup à cheval sur la spiritualité, mais comme j'ai cette blessure de rejet et le fait que j'évite de rentrer dans une proximité, que ça soit même avec mes parents ou peu importe, hein, les gens que je peux côtoyer parce que selon moi, la seule personne qui est digne de confiance, c'est moi-même parce que je pourrais jamais me rejeter ou au pire, je peux rejeter certaines facettes de moi, mais je ne peux pas me rejeter entièrement. C'est impossible puisque je suis dans ce corps et dans cet état d'esprit-là. Mais si je veux faire confiance, ça veut dire que je dois déposer tous ces bagages qui me rendent lourde et à force, de parler de personnalité évitante parce que c'est un trouble la personnalité évitante, ce n'est pas l'anxiété sociale, ce n'est pas la phobie sociale, ce n'est pas aussi l'introversion, la timidité. Tout ça, ce sont des stades dans le spectre qui sont assez bas, alors que le cas clinique de la personnalité évitante, c'est l'extrême de l'extrême. C'est comme, le trouble borderline avec, des phases de dissociation ou le trouble dissociatif de l'identité qui sont dans des phases extrêmes de oui, de persécution de soi-même parce qu'il y a des traumatismes lourds.
La personnalité évitante n'a pas forcément des traumatismes lourds à proprement parler, même si pour moi les traumatismes sont subjectifs. S'il arrive quelque chose à un enfant qui est hypersensible, ça va pas être la même chose qu'à un enfant hyposensible. Donc le degré, il est différent en tout point. Depuis hier, j'ai appris une nouvelle concernant les universités. Je suis en licence, à Sorbonne, Panthéon 1, au centre Saint-Charles et j'ai découvert, depuis ne serait-ce qu'hier, qu'on devait s'inscrire dans des cours pédagogiques, après l'inscription administrative, que mon père, a effectuée à ma place parce que j'arrive pas à être autonome. Ce qui m'a surpris, c'est le stress latent qui émanait de moi quand j'ai appris que je devais avoir une organisation. Je croyais personnellement et naïvement, pardon, que ce sont les profs qui nous imposent un emploi du temps alors que pas du tout et ça m'est un peu tombé dessus comme à la renverse parce que maintenant, j'essaye d'avoir différentes options en fonction de mon emploi du temps et je sais que les inscriptions arriveront le 3 septembre à 8 heures ou à 8h30, mais je vais essayer de me connecter à 8 heures pour, être le premier servi, premier reçu parce que j'ai pas envie de terminer à 19 heures. J'ai vu des horaires, qui sont très tard et j'ai pas envie d'accumuler les problèmes de fatigue. J'ai vu aussi qu'il y avait des cours samedi, ça c'est hors de question. Je veux privilégier quand même un minimum de bien-être, de repli aussi sur moi-même parce que toute la semaine, je serai avec des gens, j'aurai peut-être des amis, qui sais-je, mais avant tout, c'est pas ma priorité, bien entendu. Ma priorité, c'est de réussir mon parcours scolaire, d'être bien mentalement, être en paix. Alors je considère la paix non pas comme une solitude, parce que c'est subi aussi, mais comme un minimum de réserve, un minimum de retenue, de conscience et je sais qu'il faut aussi que je sorte de ma zone de confort parce qu'il y aura des oraux, il y aura des travaux de groupe. Concernant les TD, les CM, ça j'ai pas trop compris de quoi il s'agit. J'hésite à envoyer un message, sur, WhatsApp qui est un groupe, de L1, que ça soit en licence cinéma, licence arts plastiques, pour poser des questions parce qu'il y a un des 2 cours, le premier c'est celui, de numérique, ça je n'ai pas compris, parce que j'ai pas vu les horaires qui étaient dedans. L'université nous a envoyé, tous les cours avec, les différents groupes disponibles, ça OK, c'est bien et au début, je croyais qu'on allait avoir des cours, disciplinaires comme, par exemple la gravure, le dessin, la peinture, mais non, il faut choisir un des cours, que ça soit, l'aspect sonore, l'aspect audiovisuel. Il y a les cours, tridimensionnels, bidimensionnels et tout ça, au final, je ne dois en choisir qu'un seul par semestre. Ça veut dire que j'ai 3 semestres et potentiellement, je vais choisir un cours de volume pour, tester, la matière, la matérialité et cetera. Le second, ça sera plus un cours, sur un support, un médium, de 2D, comme le dessin, la peinture, l'aquarelle, peu importe les techniques que je vais employer, mais ça sera sur un médium, plutôt rigide, si je puis le dire comme ça. Et le troisième, c'est animation, vidéo, logiciel, donc qui est en lien avec la modernité, le numérique, parce qu'en tant qu'artiste, on doit quand même un minimum, se réactualiser et revoir aussi les enjeux contemporains parce que ça a bien changé de 1900 jusqu'à 2000. Il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup d'obstacles à cause, de l'IA et toutes ces thématiques-là me font un peu bader honnêtement. Parce que, je me remets tout le temps en question sur, le choix que j'ai effectué. Alors, personnellement, je suis intimement convaincu que ça ne devait pas être le hasard si je me suis inscrit là-bas à la Sorbonne Panthéon et que, malgré moi, c'était mon seul choix. Au début, j'avais postulé pour des DNMAD, j'en ressors fort déçu. Je sais pas s'il y a eu un problème avec, les dossiers, portfolio que j'ai envoyés, si ça ne se numérisait pas, donc s'ils n'ont pas vu mon travail ou, j'ai peur de le dire, hein, et c'est fort dommage, mais que potentiellement mon travail, n'a pas été, reconnu à sa juste valeur parce que j'ai fait énormément de recherches, graphiques, j'ai fait des fanzines, j'ai essayé aussi de matérialiser ce qui était un livre pour moi à l'aide d'images, d'illustrations. J'aime beaucoup apporter de la nouveauté, mais je pense que ça sortait un peu trop des sentiers battus et que c'était pas académique pour eux, pour leurs beaux yeux, l'éducation du regard comme j'aime l'appeler, dans certains cours et l'amphithéâtre, je pense,
que ça va être un des cours où je vais être le plus détendu parce qu'il y aura beaucoup de monde, je vais prendre moins la parole, je vais être un peu plus à l'aise, même si les premiers jours, ça va me demander quand même un effort particulier pour être attentive. Parce que ça fait longtemps quand même que j'ai décroché un peu du parcours scolaire. Donc je me demande si je vais tenir sur le long terme. Il faut aussi que je me ménage du temps pour moi en faisant des activités, mais pas trop, parce que je sais que l'activité passion en tant que telle, comme le dessin, comme je vais en faire pendant les cours, si j'en fais en plus chez moi, ça va me demander oui, un effort particulier, un effort d'attention, comme je vous l'ai dit. Et aussi, j'ai besoin de faire d'autres choses qui me sortent un peu de ce quotidien-là, parce que je sais qu'à long terme, ça va devenir anxiogène. Parce que je vais associer le dessin à la pratique artistique comme un travail. Et la notion de travail, il faut que j'arrive à la déculpabiliser et de me dire que si je fais rien le week-end, c'est pour me ressourcer et c'est pour avoir une semaine plus riche en énergie. Et oui, c'est histoire de recharger mes batteries. Au début, je stressais trop pour la rentrée, enfin la pré-rentrée, pardon, qui est le 2 septembre. Et le 3 septembre, donc le lendemain, je dois me réveiller encore à 7 heures. Et je sais pas si je vais réussir à dormir de la nuit parce que ça a occupé tout mon esprit. Rien qu'hier soir, j'étais même pas 1 heure ou 2 heures avant détendu. Je scrollais sur YouTube en regardant des vidéos de chats, de chiens, d'animaux trop mignons. Et puis j'apprends par WhatsApp qu'on devait s'inscrire. Et là, la charge mentale, elle a eu son pic au maximum. Et c'est ça mon problème. Soit je suis trop dans l'anxiété, soit je suis trop dans la passivité, dans l'anédonie, si c'est le terme exact. C'est pas une absence d'émotion, c'est un trop-plein émotionnel qui va faire une surcharge au niveau du cerveau, au niveau du corps, et donc je vais moins sentir les stimuli, et par définition, je vais être moins susceptible d'être stressé, alors qu'en temps normal, un individu normalement constitué, il va avoir un peu d'anxiété, mais pas trop, et de stress. Et ça, j'aimerais aussi différencier. J'ai de l'anxiété parce que je me projette trop dans l'avenir. Là, dans ma tête, je suis déjà à l'université, je suis déjà en train d'assister à des cours d'amphithéâtre, et c'est comme si dans mon cerveau, il y avait tous les cours que je devais apprendre. Et donc, ce trop-là, il est déjà envahissant. Alors que j'ai rien eu, j'ai même pas eu un cours là. Je suis en vacances, il me reste 6 jours, 7 jours, bon, on va dire 9 jours maximum. Mais je me mets trop la pression pour rien. C'est ça qui demande beaucoup de patience envers moi-même. Et j'arrive pas à osciller entre le bien-être, une paix, être dans le moment présent. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'essaye les techniques de respiration, mais ça marche pas. Il faut peut-être que je fasse de la méditation au moins 2 fois dans la semaine, au grand maximum, parce que je sais que sur le long terme, je vais pas tenir, parce que je serai trop préoccupé par une routine qui va déjà me fatiguer. Il y a aussi les transports en commun. Ça, je les avais pas prévus. Il y a 2 centres spécifiques. J'ai aussi peur de me perdre sur Google Maps parce que le trajet, je le connais pas vraiment, j'hésite. Et quand je stresse, c'est là que je perds mes facultés d'observation. Il y a quelques repères visuels en revanche, comme certaines boutiques, certaines couleurs, les bâtiments aussi, dont je me rappelle un peu. Donc bon, je pense que ça passe. Mais officiellement, ce sont les cours qui me perturbent. Et les professeurs, enfin le nombre de choix, en fait, plus il y a de choix et plus je vais être en bug total, parce que je ne saurais pas être dans la décision. Je suis plus dans l'indécision, dans une routine, oui, presque une abnégation, on va dire, de prendre des choix, mais dans tout, même pour l'école, pour l'université. Et ça me responsabilise à la fois, mais en même temps, ça me fait très peur parce que j'ai jamais pris de décision moi-même. Et c'est comme si je devais jouer ma vie. Alors, je pense qu'il y a une partie qui est vraie, mais foncièrement parlant, enfin concrètement, il n'y a rien qui va changer dans ma vie puisque je suis déjà au plus bas. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que d'avoir perdu 3 ans de ma vie? Je ne pense pas. Et après aussi avoir fait une TS l'année dernière, ça c'était le jour le plus horrible de ma vie. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus malaisant et rien de plus triste que ce jour-là. Sur ce point, je peux relativiser, je peux me dire, ok, ce qui t'arrive, c'est rien du tout comparé à ça. Après cet événement aussi, je l'ai bien digéré. Je pense que c'était plus dans l'impulsivité, dans la non-maîtrise de moi, de ma conscience, plutôt que d'un fait qui est calculé, qui est prémédité, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui.
Il faut que j'apprenne à calmer mon impulsivité, mon émotionnel. J'aime pas appeler ça hypersensibilité parce que hypersensibilité, c'est vu comme une négation, voire un défaut qu'on a, quelque chose qu'on doit traiter, qu'on doit modifier, transformer. Et en plus, aujourd'hui, je dois y aller chez l'opticien, comme je vous l'avais dit précédemment. Il m'avait remplacé une paire de lunettes que j'avais cassées, et maintenant je dois chercher deux nouvelles paires en cas où si celle-ci se casse. Et celles-ci, on dirait plus des lunettes de médecin. Enfin, elles sont grises, j'aime pas trop la forme. Mais bon, ça me convient. Et pour les boutons, c'est pareil, il y en a encore, ça me fait chier. Mais après, je les mérite un peu parce que je mange des yaourts, du sucre, voilà. Et j'espère aussi que la rentrée se passera bien, la licence. Et tout ça, c'est un monde nouveau parce que ça me fait découvrir aussi qu'il y a d'autres applications. Il y a les mails, il y a toute la partie administrative, les cartes étudiantes. Je pense que ça va être un véritable défi de ne pas perdre mon énergie, en fait. Voilà. Pour conclure, je fais beaucoup de vidéos qui sont un peu moins longues, histoire de me régénérer un peu mes batteries, et j'attends aussi la rentrée avec impatience, ça je l'ai dit aussi, ça me fait marrer. Et la personnalité évitante, je sais pas si je l'ai, mais je pense pas que je l'ai parce que j'en fais une vidéo, et sinon j'aurais peur de le faire et de me mettre à nu sur ça. J'ai peut-être une anxiété, enfin je sais pas, parce que là je commence un peu à me perdre dans mes mots, désolé. Comme j'ai un mécanisme ou une façon de fonctionner qui est dans l'introversion, mais qui est aussi un peu bazardeux, chaotique, voilà, c'est cette attirance pour le chaos qui fait que je suis très lucide sur mon fonctionnement. Donc je pense que j'ai à la fois une part anxieuse qui est tournée vers les addictions, vers la relation à la spiritualité, et une part évitante qui, elle, est très forte et très présente quand je suis dans le monde social. Enfin, oui, quand je suis dehors, tout simplement, dans tous les aspects de ma vie. Mais je considère que je suis plus dans l'évitement que dans l'anxiété, même si elle est permanente. Et je tenais à dissocier aussi l'anxiété de l'attachement, parce qu'on peut être anxieux et avoir peu d'attache, et au contraire, on peut être très dans l'attache et dans l'attachement et pourtant peu anxieux. Donc oui, l'anxiété et l'attachement anxieux et l'anxiété, ce sont 2 choses différentes. On peut être anxieux et dans l'évitement, sans avoir à courir auprès d'un tierce ou d'une personne qui nous plaît. Au contraire, on peut fuir même. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la personnalité évitante, sur une petite expérience aussi que moi j'ai vécue. À très bientôt, voilà, et comptez sur moi pour essayer de tenir le rythme de vidéo. Ça sera sans doute une fois par semaine, mais c'est quand même mieux que rien. Donc à très bientôt.